Bonsoir. Alors pour la reprise de l'émission à tenor culturel francophone, comme il s'appellera dorénavant, j'ai le grand plaisir d'avoir comme invité ce soir dans cette très belle librairie de Carta Românască Educațională, Madame Muriel Augry, la directrice de l'Institut français de Iași. Bonjour Madame Muriel Augry. Bonjour Madame Simona Modreanu, c'est un plaisir que de vous rencontrer en effet dans ce lieu superbe et je remercie la librairie pour m'accueillir, pour nous accueillir et pour redémarrer donc ces émissions dont vous m'avez déjà parlé. Donc, je vous ai déjà parlé, effectivement, on reviendra là-dessus. Dans ce beau contexte, là on est entouré de belles têtes d'écrivains, mais on parlera de tout ça. Tout d'abord, puisque c'est votre première apparition à la télé à Polonia, bon, vous n'êtes déjà plus un personnage inconnu à Iași, loin de là, mais pour ceux qui, quand même, ne vous connaissent pas encore, j'aimerais dire 2-3 mots sur votre parcours professionnel, surtout. Bi-professionnel, si j'ose dire ainsi, puisque vous avez 2 grands volets, votre arc. Donc, tout d'abord, vous avez fait des études littéraires à Paris-Sorbonne, et puis vous avez même obtenu un doctorat en littérature française du 19e siècle. Vous êtes beaucoup occupé de Stendhal et de Mérimée. Et d'ailleurs, je sais que vous avez écrit un essai, un très bel essai sur le cosmopolitisme dans les textes courts de Stendhal et Mérimée, qui a reçu, il y a 20 ans de ça, le prix Roland de Jouvenel de l'Académie française. Donc voilà, vous êtes déjà une passionnée de littérature du 20e, du 18e aussi, du 19e évidemment, de littérature en général, et puis de Méditerranée, puisque vous adorez ces espaces. Et d'ailleurs, après vos études universitaires, vous avez passé une dizaine d'années à enseigner le français à l'université de Turin. Donc vous êtes descendu encore plus vers le sud. Et puis votre carrière, ça a un petit peu changé de cap. Enfin, vous avez rejoint les rangs de la diplomatie culturelle et vous avez été directrice d'Institut français à Maroc, à Rabat, au Maroc, et puis en Italie à Palerme. Et voilà, maintenant, depuis presque 2 ans, non? Un peu moins, 1 an. Un peu moins, 1 an et quelques. 1 an et quelques. 1 an et quelques, un peu moins de 2 ans, à Iași, où, comme je l'ai déjà dit, vous êtes directrice de l'Institut français. Donc, l'Italie, le Maroc, Roumanie maintenant. Mais je parlais de la Méditerranée, puisque en plus d'être professeur et diplomate, vous êtes également écrivain. Vous écrivez non seulement des essais, j'en ai mentionné un, mais des nouvelles, et puis de la poésie surtout. Et comme vous êtes une passionnée de son, d'images, de soleil, de lumière, en un mot, vous faites souvent accompagner vos textes poétiques de peintres ou de calligraphes, de dessinateurs des pays que vous avez traversés. Vous l'avez déjà fait avec des peintres marocains, tunisiens, algériens, et dans un livre qui vient de paraître récemment aux éditions Junima de Iași, d'un grand artiste local et national, et pas seulement, qui s'appelle Dragoș Pătrașcu. C'était donc la plus récente parution éditoriale avec un superbe titre, Ne me dérêve pas. Voilà, donc à part cela, vous avez donné de nombreuses conférences un peu partout dans le monde, en Europe, en Afrique, au Proche-Orient, que vous connaissez bien également. Et comme je le disais déjà, vous êtes très sensible à cette beauté du mot, et puis à cette alliance, à cette euphonie du son, et puis son rapport à l'image qui vous est très précieux, ce qui explique donc cette relation privilégiée que vous avez avec les artistes. Et puis, quoi d'autre? Oui, il faudrait peut-être dire que vous êtes déjà traduite en 5 langues, donc italien, espagnol, anglais, bien sûr, arabe et
roumain depuis peu. Bien sûr, ça ne sera pas la fin. Alors, vous faites partie du Pen Club France et vous vivez actuellement en Roumanie. Et vous êtes là ce soir, donc c'est grâce à vous qu'une émission que j'avais entamée il y a 3 ans est arrêtée au bout d'un an, comme ça, pour plusieurs raisons personnelles, reprennent aujourd'hui, ce soir, avec vous, grâce à vous, et grâce à ces nuits de la lecture dont vous allez bientôt nous parler. Donc voilà pour samedi prochain, donc le 23 janvier à 20h, l'émission reprendra pour de bon, donc la Tanor culturelle francophone, en très très belle, distinguée compagnie. Donc à côté de vous, il y aura 6 grandes écrivaines, 6 grandes intellectuelles, je dirais même, parce qu'elles sont bien plus que des écrivaines, s'il y a plus que cela, mais bon, c'est à débattre. Donc voilà pour un petit préambule. Et cet Atanor reprend donc grâce à vous. Et j'espère qu'il aura une belle vie, au moins cette année-ci, mais l'année prochaine sans doute également. Merci beaucoup Simone Modreanu pour votre présentation très, très exhaustive. J'ai envie de rebondir d'abord sur la terminologie que vous avez choisie et aussi pour justement en discuter avec après nos auditeurs. Alors Atanor, pourquoi Atanor culturel et Atanor francophone? Donc merci de nous éclairer. C'est vrai que c'est une question qu'on m'a souvent posée au début, pourquoi j'ai choisi ce nom. C'est venu assez spontanément d'ailleurs. J'essaie généralement de suivre mes élans sans trop réfléchir, si ce n'est pas le cas. Alors Atanor, évidemment, c'est le four des alchimistes. Mais c'est un mot qui a une très belle résonance aussi, puisque un petit peu comme vous, je suis également très sensible à l'euphonie. J'aime les mots qui aient une résonance particulière. Et puis ce mot-là va très très loin. En arrière, remonte la civilisation jusqu'à l'arabe, enfin le terme arabe initial qui est al-tanour, qui veut dire four à pain pratiquement. Mais si on remonte encore un peu, on arrive chez les Sumériens, donc il y a vraiment plusieurs millénaires de cela. Eux, ils l'appelaient Tinuru. Et puis c'est un terme qui s'est également répandu en Inde, au Pakistan, sous les formes de tandoor, tandoor. Je suis sûre que vous avez mangé du poulet tandoor, tandoori, donc ça veut dire ça, donc c'est quelque chose fait au four. Donc cette image du four des alchimistes, bon, qui a trois étages, mais on ne va pas entrer dans les détails, qui m'a interpellée dès le départ, puisque par sa polysémie d'abord, par ses enjeux, puisque c'est à la fois une image de l'homme et une image un petit du cosmos, donc un microcosme, un monde en miniature. Et si les alchimistes recherchaient la pierre philosophale, alors je pense que la Tanor culturelle et francophone, d'autant plus, peut devenir un symbole plus particulier de ces, bon, pas de transmutation, mais de transformation en tout cas, de transformation qui nous permettent peut-être de rompre avec certains attachements, avec certaines croyances, avec certains conditionnements, donc de tout mettre ensemble, des idées venues un petit peu partout, et puis d'essayer d'en tirer l'essentiel, l'essence pure, bon, peut-être pas l'œuvre au rouge, mais en tout cas quelque chose qui relève d'une transformation subtile, fine, volontaire. Et puis je me rappelle également les mots de Mircea Eliade, donc le grand historien des religions, qui, dans un texte célèbre des forgerons et alchimistes, parlait du feu, évidemment, puisque le feu est essentiel dans tout four, mais du feu qui est capable de faire autre chose que ce qui existait déjà dans la nature. Donc voilà, dans cette transformation, on met là-dedans
des bribes d'idées, d'impressions, de sentiments, d'images, de souvenirs, de tout ce que vous voulez. Et puis, on verra ce qui en sortira. Donc voilà ce qui était un petit peu au départ dans mon esprit. Et puis, j'espère que grâce à vous et à nos invités prochains, ça prendra de plus en plus de consistance. Mais puisqu'on y arrive précisément et qu'on est là également pour faire un petit préambule à cette rencontre qui aura lieu samedi prochain dans le cadre des Nuits de la lecture. Alors, parlez-nous un petit peu des Nuits de la lecture. Alors, les Nuits de la lecture est une superbe initiative du ministère français de la Culture et qui en est à sa 5e édition. Seulement, oui. Mais ce sont des éditions qui sont riches, complexes et qui se déroulent à la fois en France et dans le monde entier. Le concept est de démocratiser la culture et de montrer que la culture est donc la lecture, que la lecture peut se faire bien entendu dans des endroits comme les bibliothèques, les librairies, les écoles, mais également aller dans les hôpitaux, dans les prisons, dans des lieux où justement on ne penserait pas qu'elle puisse être. Donc les manifestations se déroulent vraiment pendant quelques jours dans des lieux aussi différents que ceux que je vous énumère. Il y a plus de 6000 manifestations qui se déroulent en 3-4 jours, oui. Voilà. Si l'on compte les manifestations en France et à l'étranger. Et on a recensé l'année dernière plus de 600 000 participants, ce qui est quand même énorme. C'est énorme, oui. Et pour l'étranger, donc, c'est la même chose. Il y a, si je me réfère donc à l'année précédente, il y a environ 30 pays qui ont adhéré aux manifestations et qui ont organisé dans leur lieu, pour ce qui est par exemple de nos institutions, dans les instituts culturels, dans les alliances françaises, également dans les universités. Donc des rencontres ont eu lieu avec les partenaires locaux. Donc pour moi, il était, donc, comme vous avez dit, pour mon parcours, je suis évidemment donc une passionnée de littérature, et il était évident qu'il fallait organiser sur Iași cette manifestation. Alors vous dire également que bien entendu, cette nuit de la lecture que nous allons organiser, mes collègues des autres instituts français également le font, aussi bien donc à Cluj, à Timișoara ou à Bucarest, puisque chaque antenne locale dépend de l'Institut français de Roumanie situé à Bucarest. Donc nous avons à la fois une uniformité sous la bannière de l'Institut français de Roumanie et puis de cette thématique de la nuit de la lecture, ou nuit au pluriel pardon, de la lecture, et ensuite nous la déclinons localement comme nous le souhaitons. Chacun à sa manière. Chacun à sa manière, et donc je vais vous parler après donc de la nuit de la lecture à Iași. À Iași, oui. Vous avez parlé de 30 pays qui ont adhéré à ce concept, à ce projet. Ce sont uniquement des pays francophones? Non, pas forcément. Bien entendu, c'est un concept qui a pris. Absolument. Bon, certainement que les pays francophones sont plus enclins à la déclinaison, mais c'est la nuit de la lecture de façon générale. C'est énorme, plus de 6000 manifestations. Plus de 6000 manifestations, absolument, qui sont regroupées d'ailleurs sous le site internet du ministère de la Culture. Les manifestations sont donc enregistrées. Chacun doit faire la démarche spontanée donc d'enregistrer la manifestation. C'est énorme, mais cette année-ci, ça se passera comment? Puisque c'est quand même une année spéciale. Alors, bien entendu, il y aurait pu avoir le choix d'annuler la manifestation, puisque nous sommes dans des conditions sanitaires qui ne permettent pas les déplacements. Et or, les organisateurs, justement, ont au contraire décidé de garder la manifestation, puisque
la lecture dans une période comme celle que nous traversons est primordiale, elle est cruciale, elle est vitale, on va utiliser tous ces adjectifs. Et donc la décision a été de faire, bien entendu, une édition en ligne. Et tous les autres pays feront pareil, et tous les autres instituts? Tous les autres pays feront pareil, sauf s'il y a un pays où la situation sanitaire permet peut-être quelques rencontres, mais je doute qu'en ce moment, il y ait sur la planète quelques pays qui échappent malheureusement à ce virus. Donc, très vraisemblablement, les rencontres sont en ligne. D'ailleurs, nous trouvons toutes les deux dans cette librairie, mais sans public. Et puis samedi soir, ça ne sera pas pareil. Et samedi soir, ça sera pareil, ça sera donc en ligne avec nos auteurs. Alors, racontez-nous les nuits de la lecture de Yash 2021. Voilà, alors là, ce ne sont pas les nuits, il y aura une seule nuit, mais c'est le samedi, c'est le moment justement intitulé le temps fort. Il n'y aura qu'un seul moment, mais un moment d'une grande densité, puisque j'ai la chance d'avoir pu réunir la chance et puis l'honneur d'avoir pu réunir 6 écrivaines, comme vous l'avez dit, et qu'on va brièvement présenter. Oui, c'est un panel exceptionnel. Oui, c'est un panel exceptionnel de femmes tout à fait représentatives de leur temps, de leur pays. Voilà. Mais avant peut-être si vous me permettez, avant de présenter les auteurs, je voudrais introduire la thématique, parce qu'il y a chaque année une thématique, un peu comme pour le Printemps des poètes où il y a une thématique. Cette année, la thématique choisie, c'est relire le monde. C'est ce qu'on fait forcément. Oui. Voilà, on le fait forcément et j'ai choisi de rajouter, je ne sais pas si j'avais le droit forcément, mais je me le suis accordé, relire le monde, virgule, au féminin. Alors, relire le monde, d'abord, cela s'impose. En période de Covid, nous avons dû réinventer des modes de travail, des modes de travail à distance, des réunions également, toujours à distance, avec les moyens numériques. Mais également dans la rue, nous avons un peu réinventé le monde. Nous avons réinventé le monde dans nos familles, puisque en France et dans d'autres pays, nous avons dû faire des réveillons ou un réveillon de Noël, souvent masqué, souvent à moins de 6, souvent très éloignés les uns des autres. Donc il a fallu réinventer ce monde. En même temps, il y a toute une partie qui peut être une partie d'angoisse, une partie de souffrance dans cette manière de vivre actuellement. Et je pense aussi qu'il faut voir l'autre côté, c'est-à-dire comment justement réinventer le monde, comment le relire, comment le redécrire. Certainement, nous ne vivrons plus comme avant. C'est quelque chose qu'on entend dire à la télévision, dans les médias, sans arrêt. Certes, j'espère quand même qu'on aura quand même des gestes du passé que l'on pourra reprendre. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une manière un peu différente de porter notre regard sur la planète et puis sur nos relations sociales, sur nos relations économiques. Je pense que la thématique est absolument brûlante, elle est superbe, elle est ample, elle est à 360 degrés. Et il y a une particularité du regard féminin. Et alors, pourquoi avoir justement rajouté le féminin ? Peut-être un petit peu parce que je me trouve à Yash et que j'ai beaucoup de collègues femmes avec qui j'ai discuté et j'ai senti ce besoin d'une affirmation de la parole féminine. Alors peut-être pas forcément en effet plus à Yash qu'ailleurs, mais néanmoins je me suis dit que cela correspondait à une demande, à une attente.
Et nous sommes, pour la petite histoire, nous sommes 3 directrices maintenant d'Institut français. La directrice de l'Institut français de Roumanie, conseiller culturel, Madame Hélène Ross, nous dirige, et nous avons également une ambassadrice, Madame Laurence Auer, donc, que je salue. Le matriarcat qui arrive. Donc nous sommes très nombreux, nous sommes très nombreuses les femmes à avoir des postes de direction à différents niveaux. Et voilà, il me semblait tout à fait pertinent de penser, de décrire ce monde au féminin. Alors, pour justement... pourquoi ces 6 écrivaines? Alors, pourquoi ces 6 écrivaines? Je me suis aussi appuyée sur une structure que je connais bien, qui est le Parlement des écrivaines francophones. Ce Parlement m'a été présenté l'année dernière par une auteure qui était venue, qui est Madame Cécile Oumhani, qui fait partie de ce Parlement, et elle m'a parlé de sa présidente, Madame Fawza Zouari, qui a donc créé ce Parlement en 2017 à Orléans, à la suite d'une rencontre francophone qui s'intitule « Les Voix d'Orléans ». Il s'agit d'une rencontre donc de femmes qui se trouvent sur toute la planète, dans les pays donc francophones, et qui ont pour mission de défendre la langue française, l'écriture et le droit des femmes dans les pays où ces droits sont bafoués. Donc j'ai consulté le site, j'ai été en relation aussi avec Madame Zouari, et j'ai décidé d'inviter Madame Zouari. Voilà, qui se trouve derrière vous. Voilà, vous avez le poster, et donc c'est pareil. Voilà, je la remercie sincèrement de cette collaboration. Et j'ai invité des auteurs, je dois vous dire, avec évidemment tout choix est subjectif. Hein, quelques-unes, je les connaissais personnellement, d'autres, j'ai eu le plaisir de les découvrir. Donc, des femmes qui appartiennent donc à des continents différents, à des domaines littéraires également différents. Donc, si l'on regarde notre image, notre poster, nous avons 3 continents qui sont représentés. L'Afrique avec Tanella Boni, l'Amérique du Nord avec Lise Gauvin et Madeleine Monette qui sont au Canada. Mais il y en a une qui vit à New York, je crois. Non oui, Madeleine Monette vit à New York. Et nous avons également Catherine Cusset, qui est française, qui vit donc à New York également. Et Liliana Lazare, qui est originaire de Iași, qui est franco-roumaine et que je suis ravie d'inviter. Voilà, donc une géographie et en même temps à la fois des romancières et des poétesses. Et des auteurs également qui ont abordé d'autres sujets tels les essais. Vous dire également que ce sont des femmes qui sont pour la plupart ou enseignantes ou journalistes et qui ont justement un engagement en littérature. Alors les invités, c'est les invités comme auteurs, comme écrivaines, et puis c'est les invités comme des femmes qui portent un regard aigu sur la société. Et je pense que vous allez vous régaler, comme on peut dire, même si c'est un terme plus gastronomique, mais vous allez découvrir des regards différents. Elles se connaissent, bien entendu, et elles auront plaisir à être regroupées samedi soir lors de cette rencontre de Relire le monde au féminin. Merci beaucoup, Madame Augry. On attend impatiemment la soirée de samedi. Donc, on vous donne rendez-vous ce samedi à 20h. Pendant 2 heures, vous aurez donc la chance de voir et d'écouter ces 6 écrivaines, ces 6 intellectuels, lire des extraits de leurs œuvres qui seront traduits en roumain. Et on aura donc cette chance de rencontrer, de se régaler, donc comme vous venez de le dire, de toutes ces saveurs qui nous viennent de 3 continents différents. Merci infiniment pour votre présence et pour vos explications ici ce soir, Madame Muriel Augry, et puis au plaisir de vous retrouver bientôt, très bientôt.
Merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver également à l'Institut français, en ligne pour l'instant et dans nos murs lorsque le contexte le permettra. Merci beaucoup. Merci Bonne à vous. soirée. Au revoir. Au revoir.